bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux ce soir. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Pascaline Lepelletier pour ce grand entretien. Alors, le grand entretien, il est mené par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Et donc, nous serons ensemble avec Pascaline Lepelletier pendant 1 heure environ d'échange. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, on fera circuler un micro-ballon qu'on se lance dans le public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et après la rencontre, nous irons déguster un verre de vin sélectionné par Pascaline Lepelletier à partir des vins proposés, des vins de la cave de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui est la fondation qui porte toutes les activités de la Cité du Vin. Et donc, vous aurez le plaisir de déguster ce vin dans les salons et de vous procurer, si vous ne l'avez pas déjà, le livre de Pascaline Lepelletier, 1000 vignes, qui vient de sortir fin octobre et qui sera en vente dans les salons, et elle pourra vous le dédicacer si vous le souhaitez. C'est la librairie Mola qui nous accompagne sur cette vente de livres. Donc voilà, c'est un très bel ouvrage, donc n'hésitez pas. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ces grands entretiens ne pourraient pas avoir lieu sans l'aide de notre mécène Keops Technologies, qu'on remercie toujours. On remercie toujours nos mécènes de pouvoir nous soutenir et de pouvoir nous permettre d'accueillir ce type de personnalité et d'organiser tous ces événements. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la place à Jérôme Baudouin. Bonsoir. C'est sympa, j'ai l'impression que Pascaline a plus de succès que Carole Bouquet l'année dernière. C'est top. Donc ce soir, on reçoit la candidate au concours de meilleur sommelier du monde, qui parallèlement, comme l'a dit Mélanie, vient de publier un ouvrage qui, me semble-t-il, va devenir un ouvrage de référence, parce que c'est le premier ouvrage vraiment pédagogique qui fait un état des lieux de la viticulture, du vin, des goûts à travers le monde. Donc c'est une somme à lire, c'est incroyable. Et elle a réussi à le faire tout en faisant le concours de meilleur sommelier du monde. Alors, elle co-dirige un restaurant à New York, Chambers, et elle est parmi nous ce soir. On va faire un joli voyage, je pense, vous allez voir, puisqu'on va parler évidemment de vin, on va parler de philosophie, on va se balader au pays des vins, comme je pense que vous ne l'avez pas encore vu. Je vous demande d'applaudir chaleureusement et avec beaucoup de plaisir Pascaline Lepelletier. Je prends place, c'est allumé. Et tu me vous vois. Merci Jérôme. Ça va? Pas trop fatigué? Donc c'est un véritable marathon depuis 2 jours. Le Médoc hier, une centaine de vins dégustés hier, encore au moins une 50aine aujourd'hui, Pessac-Léognan, Sauternes, plus le vignoble. Comment ça se passe cette formation, ce training pour le concours de meilleur sommelier du monde? D'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je suis très contente de revenir à Bordeaux. Ça faisait un certain temps que je n'étais pas venue, notamment parce qu'il y a une épidémie qui a un peu empêché les voyages pendant quelques temps. Donc merci d'abord de m'accueillir dans un endroit vraiment superbe. J'avais vu qu'en photo, donc être dedans, c'est assez impressionnant. Et les gens sont vachement sympas, tu vois. Mais je n'en ai aucun doute. Eh bien oui, les dernières 48 heures ont été intenses, mais ont été incroyablement stimulantes. C'est toujours bien de revenir dans des régions que l'on connaît sur papier, que l'on connaît parce qu'on les pratique, mais quand on revient et quand on voit un petit peu les évolutions, eh bien ça remue et ça fait poser beaucoup de questions. Et je dois bien dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que l'organisation est quand même très bien pour me permettre d'apprendre beaucoup et de revoir beaucoup de choses en peu de temps et de manière très précise. Et bon, vous étiez avec moi, on a eu vraiment une chance d'avoir pas mal de producteurs avec nous. Oui. Qui ont répondu. Scientifiques aussi. Et des scientifiques avec nous. On a fait vraiment la session de ce matin, je pense qu'on en parlera, mais était vraiment très très bien avec Axel. Ah mais on peut en parler tout de suite.
Tu n'es pas obligé de faire un teasing et derrière Non, mais j'ai eu la chance de demander de travailler des points assez techniques, à la fois sur la vitivini, sur les terroirs, sur les vins, sur les profils des vins, les évolutions de ces 10-15 dernières années. Et donc on a eu la chance d'avoir des producteurs qui ont répondu à nos questions hier de manière très précise dans le Médoc. C'était vraiment très très intéressant. Et ce matin, oui, c'était très bien de se réveiller avec un travail de... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on a fait ce matin à l'ISVV avec Axel Marchal? Avec grand plaisir. On n'a pas goûté de vin. On n'a pas goûté de vin. En fait, des solutions d'eau déminéralisée. C'est quand même pas avec mal. Un peu d'acide tartrique. Avec un peu d'acide tartrique. Et non, Axel, c'est quelqu'un que je connaissais par ses travaux, et notamment sur ses travaux sur les bois que j'ai eu la chance de lire en fait pour le bouquin. Et je sais que dans le concours, on peut éventuellement avoir un exercice qui nous demande de reconnaître les différents types d'élevage sur des vins. Et c'est quelque chose que l'on pratique de manière plus ou moins empirique, parce que moi je ne suis pas du tout de formation œnologique ni scientifique, hein. Et donc on apprend quand un vigneron nous dit on fait ça ou ça, et on essaie de comprendre comment ça marche en termes gustatifs et comment on peut projeter ça dans le futur. Et je voulais faire quelque chose d'un peu plus précis en fonction des espèces de bois, des origines, des aromatiques. Et Axel s'est très gentiment livré à l'expérience. Donc on était à l'ISVV ce matin et on a fait des exercices de décomposition aromatique et après de dégustation et beaucoup d'olfactifs, un tout petit peu sur les tanins de bouche pour comprendre l'impact du bois sur les vins. Donc c'était très bien. C'était une bonne façon de travailler. Ouais. Bon, et depuis combien de temps est-ce que vous vous entraînez pour ce concours? Alors, c'est une question un petit peu compliquée, en fait. Donc, on parle beaucoup du concours, mais avant tout, je suis une sommelière de restaurant qui essaye perpétuellement de progresser, de continuer à apprendre. Ça a été une des choses, lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai compris que j'avais une culture du vin très forte, par exemple sur la France, mais qui était un petit peu plus faible, voire très faible sur d'autres pays vitivinicoles, et ça m'a entraînée à passer un diplôme américain, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu de structure, ou en tout cas, j'aime bien avoir des cadres et des dates pour continuer à me pousser à apprendre. Donc, mon rêve n'a jamais été de faire le concours du meilleur sommelier du monde. J'ai toujours fait des concours ou des diplômes pour essayer, moi, de m'améliorer personnellement. Donc, d'une certaine manière, je m'y prépare depuis le début parce que j'arrête pas de continuer à me pousser, quoi. Pour l'échéance qui va arriver là, j'ai commencé à préparer la qualification en décembre dernier. Et après, vraiment, depuis la sélection, c'est tous les jours. Mais une fois encore, il faut bien comprendre que je ne vois pas du tout le concours comme une fin en soi. Ça doit être quelque chose, et je pense que c'est vrai dans toute discipline ou dans tout corps professionnel. Il y a effectivement des événements qui vous permettent de vous frayer avec vos collègues et d'essayer d'avoir des titres. C'est pas très intéressant un titre en soi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait, comment on s'y prépare et de quelle manière ça vous pousse à perpétuellement vouloir avancer. Voilà. Donc en fait, vraiment depuis mars, et on m'a demandé tout à l'heure, mais si je dois calculer avec le restaurant, si je compte des heures que je peux passer en salle où j'essaye de me projeter dans des épreuves de service, ça doit être entre 30 et 40 heures par semaine en ce moment. C'est un boulot à plein temps, quoi, de se préparer. Et alors derrière, il y a une équipe, c'est la Team France. Comment elle s'organise? Alors oui, alors ça peut sembler bizarre hein, qu'on ait une Team France pour préparer ça. En fait, les concours de sommellerie, ça existe depuis vraiment les années 60 et ça s'est progressivement devenu de plus en plus riche et de plus en plus complexe. Comme vous le savez tous, le monde du vin, en plus, lui, ne cesse de s'enrichir. Plein de pays viticoles nouveaux, plein de nouvelles boissons. Et donc, pendant un certain temps, quand on préparait les concours, on était un peu tout seul. On avait 2 ou 3 amis avec qui on s'entraînait. Parce que c'est des entraînements, c'est vraiment du sport, en fait. Il faut vraiment se dire que c'est un peu comme une compétition sportive qui allie à la fois des compétences physiques et beaucoup de théorie.
Et on a eu quelqu'un de super qui s'appelle David Biro, qui nous a représenté pendant des années sur la scène mondiale. Et David a vraiment donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour cela. Et il a été aidé, et surtout sur les derniers, il a été plus aidé. Ils se sont rendus compte en fait qu'avec les talents qu'on a en France, on n'arrivait pas à mettre en synergie en fait toutes les connaissances que nous pouvions avoir. Et donc sur l'idée d'un autre sommelier qui s'appelle Olivier Poussier, que vous devez sans doute connaître, qui a été meilleur sommelier du monde au Canada en 2000, qui est quelqu'un d'exceptionnel dans la connaissance du vin. Ils ont décidé en fait de mettre en place voilà, un corps de sommeliers ou d'experts, de professionnels du vin, pour qu'on puisse se préparer ensemble de manière à vraiment gagner du temps. Et on a commencé à faire ça aussi parce qu'on s'est rendu compte que certains pays le faisaient, comme les pays nordiques, qui sont devenus quand même des grandes références dans le monde du vin. Ils sont extrêmement organisés. Il y a des moyens vraiment importants qui sont donnés par les pays. Et on s'est un petit peu inspiré aussi plus récemment de ce qui se passe avec le Bocuse d'Or, où il y a vraiment une équipe qui a été mise en place pour se permettre de gagner ces compétitions. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus juste, on y va les mains dans les poches, quoi. À Paris, on sera 63 pays représentés. C'est super, du monde entier. Mais je peux vous assurer que je sais un petit peu comment se prépare en ce moment le candidat canadien, qui est un ami. Je sais un peu comment se prépare la candidate danoise. Et c'est du semi-professionnel. Donc, on a mis cette équipe en place. Ils mettent sur regrouper les connaissances. Ils mettent sur des ateliers de pratique. Ils mettent en place des ateliers de dégustation. Et on travaille sur plein d'autres éléments en espérant que ça puisse m'apporter. Mais le but, c'est que ça apporte aussi à tout le monde. Donc, cette Team France, elle est ouverte à tous ceux qui veulent préparer des compétitions. Et ceux qui veulent aller plus loin dans certains domaines. Et c'est vraiment l'idée, c'est de continuer de pousser le métier et de continuer à s'améliorer tous ensemble. Bon, ben j'espère que ça va être le résultat va être là en février. D'abord, on va d'abord essayer tous les jours de bosser. Et, oui, d'ailleurs, il y a un quart de finale et on va d'abord essayer de faire le quart de finale. Mais il faut se dire que on a la chance que ce soit à Paris. Donc on a une fois encore 63 pays du monde entier qui viennent à Paris. Certains, ils sont jamais venus en France. Ça va être une super fête de la gastronomie et de la culture française à Paris. C'est fantastique qu'on puisse accueillir autant de personnes. Et rien que ça, c'est une énorme victoire. Alors oui, on va essayer d'aller plus loin, mais je vais d'abord penser au quart de finale et avec beaucoup de respect pour tous mes compétiteurs parce que le niveau est vraiment, vraiment super haut aujourd'hui. Et pour la préparation physique, pour la présence sur scène, vous avez fait appel à quelqu'un de particulier à New York, qui a travaillé à Broadway, dans les compagnies de théâtre, et qui vous aide également pour la respiration, la prestance. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Oui, ça, c'est peut-être se dire que peut-être que je serai sur scène pour la finale. Mais oui, j'ai la chance pour mes conseillers d'être encadré par des spécialistes. Donc c'est vrai que je l'avais déjà fait pour le meilleur sommelier de France. J'ai la chance d'être dans une ville qui fait pas mal de choses sur scène avec des compétences techniques. On chante, on danse sur les scènes à Broadway. Donc j'avais déjà travaillé avec un coach à Broadway pour faire de la scène. Parce qu'en fait, là ça va, je ne vous vois pas parce qu'il y a plein de lumière. Mais c'est quand même extrêmement stressant d'être dans un environnement comme ça et d'apprendre. Mais c'est pareil, c'est d'apprendre des techniques qui au quotidien aussi peuvent vous aider beaucoup. Donc ou quand je commence à parler, quand je fais des conférences, quand je donne des cours, en fait, cette personne m'a beaucoup aidé à apprendre à délivrer un message. Et je pense que tout le monde bénéficierait en fait de faire un petit peu d'exercice comme ça. C'est très bien pour la confiance en soi, c'est très bien pour effectivement la respiration, pour apprendre mieux et après pour mieux faire passer les choses et de manière claire et simple. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais, et beaucoup de méditation, ce qui est aussi très bien pour le travail de méditer. Alors, la méditation, ça me fait penser à quelque chose, c'est votre formation au départ. Parce que vous ne venez pas du monde de l'hôtellerie, vous venez du monde de la philosophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé d'une préparation d'agrégation de philosophie à la sommellerie ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans votre parcours où vous switchez ? J'ai eu la chance d'avoir
une très bonne éducation, d'avoir des parents qui m'ont laissé un petit peu faire ce que je voulais. Ils sont là, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et j'ai eu la chance aussi d'être bien formée pour le système scolaire français. Donc j'ai plutôt bien réussi à l'école. Et quand vous êtes dans une filière et que vous réussissez plutôt bien, vous êtes encouragé à poursuivre dans cette filière. Donc j'ai fait classe prépa. Et parmi les disciplines que j'ai trouvées dans ma vie assez tôt, c'était la philosophie. Et j'ai eu la chance d'avoir un super prof de philosophie. Alors je sais que c'est une discipline que certains détestent ou n'ont pas eu l'occasion d'aimer parce que l'enseignement est assez complexe. Il y en a qui n'ont pas du tout eu la chance de bénéficier de cours de philosophie. Moi, je serais pour la philosophie dès le CP, parce que c'est une discipline exceptionnelle qui vous apprend à apprendre, en fait, qui vous apprend à penser, et qui peut vous permettre de vous intéresser à toutes les disciplines dans le monde. Donc voilà, je suis allée là-dedans. Et j'étais plutôt douée là-dedans, et donc ça allait très vite. Je me suis en fait retrouvée très rapidement presque dépassée par ma propre passion, donc trop de temps dans les livres et beaucoup trop de choses dans la tête, et très déconnectée en fait de la réalité. Je n'avais pas à avoir de petit boulot pour financièrement assurer. Mes parents me payaient mes études et tout ça. Donc j'avais plutôt une vie très universitaire de rat de bibliothèque. Et à un moment, ça a craqué. Et ça a aussi craqué parce que il y avait un surmenage intellectuel réel, beaucoup de fatigue du fait de ce surmenage intellectuel. Et en fait, je me suis rendu compte que à cette époque-là, j'avais 21, 22 ans, et j'étais en train de préparer, j'avais passé ma maîtrise, j'étais en train de commencer à préparer les concours d'enseignement. Et je me suis soudain rendu compte que j'allais peut-être enseigner dans un lycée l'année suivante des notions que je pouvais très très bien manipuler. Je peux vous raconter les doctrines de beaucoup de philosophes, mais il y avait un syndrome de l'imposteur très fort. Comment est-ce que je peux vraiment parler du travail, de la mort, de plein de notions en fait qui, sans une expérience de vie, sont très difficiles à... Enfin, pour moi en fait, sont incompréhensibles. Et il y avait un paradoxe, c'est qu'en plus beaucoup des philosophes que j'aimais étaient des philosophes qui étaient quand même des philosophes très actifs et des philosophes du vivant. Donc il y avait un décalage énorme. Et donc j'ai fait un burn-out, et là, ce qui m'a sauvée, c'est qu'un de mes profs de philosophie aimait bien le vin. Alors, j'ai grandi dans une région viticole, mais les vins et moi, on n'allait pas dans les vignobles. Enfin, à la maison, on n'était pas très loin du vignoble de Savenir, là où j'ai grandi. Et donc, le vin. Et donc, j'ai trouvé un petit job en cave. Ça m'a bien plu. Après, j'ai commencé à faire des petits boulots en traiteur. Ça m'a énormément plu. Et en fait, c'est un univers que je ne connaissais pas. Et une fois que j'ai mis le doigt dedans, ça, voilà, de fil en aiguille. Et mes parents, je leur ai dit, écoutez, je pense que je vais faire un petit break de la philo. Vous pensez quoi si je vais en lycée hôtelier ou si je suis une filière de la restauration? Alors, ils vont rire, mais je crois que ça les a rassurés que j'arrête la philosophie. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, je suis allée après. Et le vin, en fait, petit à petit, ça n'a jamais été au départ le but, mais c'était... Alors, je vais sonner de manière un peu arrogante, hein, mais c'était simple. Alors, c'était simple au sens où ça me parlait immédiatement. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose... C'était fluide, en fait. C'était fluide. Les gens me disent, ouais, c'est incroyable, tu te souviens de tous ces trucs sur le vin et tout. Mais en fait, j'ai pas vraiment de mérite parce que c'est assez facile. Et je le dis souvent à des amis. Enfin, quand on me pose la question, je dis, mais écoutez, moi, j'aurais bien aimé être pianiste. J'aime beaucoup le piano. Je peux faire toutes les gammes que vous voulez. Je peux passer des heures devant le piano. Je ne serai jamais une grande pianiste. J'aurais bien aimé chanter. Je chante comme une casserole. Donc, en fait, le vin, subitement, j'avais juste trouvé un moyen d'expression, de relation qui était simple et évident. Et je pense qu'on en a tous ça. Je pense qu'on a tous un domaine, on a tous un objet, on a tous quelque chose pour lequel on est naturellement, on a une affinité particulière, et ça marche, et c'est simple, et c'est évident. Alors c'est pas que ça demande beaucoup de boulot, mais c'était ça. Donc le vin, ça, c'est une relation fluide. Ouais, avec l'objet. Et donc je goûtais un truc, je m'en souvenais, j'avais envie d'en apprendre plus, et c'est parti comme ça, quoi. Et depuis, ça s'est pas arrêté. Bon. Mais est-ce que votre formation intellectuelle vous permet de regarder le monde du vin autrement par rapport à d'autres personnes qui s'y intéressent ou qui sont sommeliers?
Indéniablement, quand on a une formation de philosophie, une fois encore, la philosophie, c'est quoi? C'est apprendre à penser, à poser des questions et à s'interroger sur l'origine de valeurs ou de certaines positions. Donc effectivement, il y a eu deux choses qui se sont faites. Une, vu que j'avais fait une des classes préparatoires, des choses comme ça, j'avais eu un entraînement qui me permettait d'apprendre rapidement beaucoup de choses et d'apprendre à apprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. Et après, rapidement, oui, j'ai tendance à beaucoup me demander pourquoi. Donc, je me suis demandé pourquoi rapidement. Alors, ce qui est intéressant dans le vin, c'est qu'on peut se demander plein de pourquoi, mais en fait, tant que vous n'êtes pas confronté à la réalité agricole, à la vie de la plante, au vin en lui-même, aux personnes, pareil, vous ne comprenez pas vraiment. Et donc, c'était une bonne façon pour moi aussi de ramener ça à une certaine réalité où parfois, il n'y a pas de réponse du tout. Mais il y a la subjectivité quand même. À la subjectivité, à l'objectivité, à plein de choses. Voilà. Ça m'a juste... En fait, quand on me disait quelque chose ou qu'on m'apprenait quelque chose, je crois que je le prenais pas forcément pour acquis. J'essayais de me demander quelle en était la pertinence, d'où ça venait, est-ce que ça venait de quelle origine venait cette idée. Donc je pense que ça m'a amené assez rapidement à avoir une idée du vin, de la culture du vin, de l'importance civilisationnelle du vin, d'un côté, et de l'autre aussi de comprendre les enjeux économiques, politiques et sociaux qu'il y a dans ce produit, et d'essayer de faire un peu ma part des choses, parce qu'on travaille dans une filière exceptionnelle, avec un produit exceptionnel, qui a une chance dans le monde agricole d'avoir quand même un rayonnement international, avec une force économique réelle. Donc c'est pas n'importe quoi le vin, ça apporte énormément de plaisir, mais c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc j'ai assez rapidement aussi voulu être en salle et être sommelière, parce que ça m'a vraiment beaucoup inspiré, le vin m'a beaucoup inspiré, mais devenir quelqu'un qui pouvait apporter à mes clients une expérience gustative forte et subitement leur faire redécouvrir la force de leur palais et l'importance du bien boire et du bien manger, que ça c'est quelque chose vraiment de fondamental que l'évolution de l'agroalimentaire a un petit peu quand même fait bifurquer. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et quand j'ai commencé à faire ça, et vous donnez la bonne bouteille de vin à la personne, qu'elle y répond, que le vin lui plaît, que c'est au bon prix, qu'il y a un sourire, mais que derrière il y a un petit truc qui se passe en plus, mais j'ai jamais goûté ça. Mais c'est super bon, j'aime, le corps aime, et ça, c'est ce que j'ai trouvé magique dans mon métier, et voilà, c'est comme ça que la philosophie est là au quotidien, au travail. Et c'est assez amusant, parce qu'il y a une filiation entre Bergson et ce sentiment-là, c'est-à-dire c'est un langage non verbal, c'est un langage sensoriel, et vous avez fait un mémoire sur Bergson, sur l'impossibilité du langage du vivant. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce lien ? On est loin, là. Vous avez 2h30 ? Vous êtes prêts ? Je vous ai dit qu'on allait voyager. Donc oui, j'ai étudié Henri Bergson. C'est un philosophe français qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui a eu un rôle important, en tout cas dans la philosophie mondiale du début du XXe. Et ce qui m'intéressait chez Bergson, c'est d'abord, c'est un philosophe extrêmement clair. Quand vous le lisez, c'est ça que vous voyez que c'est aussi un très bon philosophe, c'est qu'il vous fait penser. Vous lisez les phrases, vous comprenez avec lui. Et pour moi, ça a été vraiment aussi toujours une inspiration. C'est-à-dire je crois vraiment qu'on peut exposer des choses assez complexes de manière très simple, et Bergson était l'image de ça. Mais il y avait un paradoxe chez Bergson, c'est qu'il critique beaucoup un concept, et il dit que voilà, on est entouré par une évolution créatrice permanente, tout vit, tout change, tout bouge, et que l'homme, et notamment la façon d'appréhender rationnellement notre entourage, notre environnement, nous avons créé des outils pour saisir ce vivant et un petit peu le capturer, le figer, de manière à ce que ce soit beaucoup plus pratique socialement, pour parler, pour créer une société en fait. Et ça pose... Alors c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir évolué là où on en est, et dans un contexte pratico-pratique, c'est très efficace. Par contre, ça a ses limites, c'est-à-dire que lorsqu'on fige, lorsqu'on bloque ou lorsqu'on limite,
de manière abstraite et artificielle, et bien en fait on perd aussi la réalité du vivant et on commence à voir. Alors il y a plein de choses qu'il développe parce qu'il le met dans plein de domaines, mais pour faire quelque chose d'assez facile, il dit qu'il y a beaucoup de faux problèmes. Et les faux problèmes, ils viennent en fait du fait que les concepts qu'on utilise, comme ils ne sont pas parfaits pour capturer la réalité des choses, eh bien, subitement, il y a des syllogismes où il y a des paradoxes, et on se pose plein de questions par rapport à ça, mais en fait, il n'y a pas lieu d'être, parce que la réalité derrière, elle est différente. Et l'un d'entre eux, c'est avec le temps. Et il fait une différence entre... le temps technique. Le temps technique. Et le temps mathématique, si vous voulez, vous prenez la façon dont on découpe le temps. Donc vous avez la façon la plus facile de le comprendre, c'est la minute ou l'heure. L'horloge qui tourne à 1 seconde, 1 minute, et c'est le temps chronométré, le temps barré, et le temps borné. Et l'autre, c'est le temps de la conscience et de la qualité. Donc d'un côté, le temps subjectif, le temps de la quantité, le temps de la qualité. Et ce deuxième temps, il appelle la durée. Et il fait une différence entre le temps et la durée. Et cette durée, en fait, un des exemples qu'il prend, c'est la mélodie ou une musique, où en fait la note, elle ne s'arrête pas, elle continue, tout s'enchaîne en fait, pour former un tout cohérent. Il y a une autre façon de le comprendre, un petit peu de manière analogique, il appelle ça avec les unités mathématiques et les unités organiques. Vous prenez une voiture, c'est une pièce plus une pièce plus une pièce plus une pièce plus une pièce, et ça fait une unité finale. Mais toutes les pièces sont différentes, et c'est des pièces bornées qui ne peuvent pas se remplacer. Il fait la différence entre l'unité organique, où vous prenez une cellule qui va se diviser, qui va se diviser, qui va se diviser, qui va se diviser, et chacune va être à la fois une unité, mais avoir une cohérence organique qui fait qu'il y a une filiation entre tout. Donc c'est la même chose en fait avec le temps et la durée. Et quand je suis rentrée dans le vin, en fait, c'était un concept que j'avais compris, mais j'ai vraiment eu une émotion philosophique. C'est un moment assez fort, et c'est aussi pour ça, enfin, j'en parle souvent, mais ça a vraiment changé ma vision du vin. Quand j'ai goûté un vin qui, un jour, m'a fait ressentir la durée. C'est-à-dire que vous aviez cette gorgée, et elle a été dilatée de manière exponentielle. Alors ça a peut-être duré que 3 secondes, j'en sais rien, je ne sais même pas de combien de temps ça a vraiment duré en temps mathématique, mais ça a eu une vie qualitative et qui m'a emmené très très loin, parce que même je me souviens de projeter ma mémoire, je me disais mais ce vin me fait voyager un siècle en avant quand il a été vendangé, j'ai toutes ces émotions dans ma tête en ce moment, et cette dilatation qualitative. Et donc ça, c'est une empreinte mémorielle. Pour entre autres, ouais, je pense que ça va même plus loin que l'empreinte mémorielle en fait. Et je me suis dit que c'était incroyable que le vin puisse faire ça. Et après, bon, on peut avoir cette sensation avec de la musique. Généralement, c'est des sensations esthétiques, on les a. Mais le vin m'a apporté ça. Et en fait, ça m'a beaucoup influencé, parce que c'est le genre de vin que moi je recherche aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je veux quand je goûte un vin, quand je sélectionne un vin pour la carte, et la même chose en plus pour la cuisine en fait, et les plats et comment on travaille au restaurant. Je veux travailler avec des produits du vivant qui ont été transformés d'une certaine manière, mais qui peuvent encore nous donner le ressenti de cette expérience pure d'une qualité vivante. Et c'est un truc magique quand vous faites ça. Voilà. Donc oui, Bergson m'accompagne au quotidien par cette expérience de la qualité. Ouais. Alors depuis une 12aine d'années, vous êtes à New York, dans un restaurant qui s'appelle Chambers, maintenant, qui a changé de nom. Et c'est une ville à l'avant-garde de la gastronomie, des goûts. Et comment le fait d'être à New York façonne-t-il votre regard sur le vin et sur le goût ? New York, c'est une ville incroyable pour la gastronomie et pour la culture en général, parce que c'est une ville incroyablement œcuménique. Je crois qu'il y a 152 nationalités à New York. Je crois qu'il y a quasiment tous les pays du monde sont représentés dans des restaurants. Donc ce qui est incroyable, c'est que moi, ce que m'a beaucoup offert New York, c'est la découverte des cultures et des gastronomies du monde entier, souvent portées en plus par des gens, des immigrés qui ont tendance quand même à vraiment préserver leur culture gastronomique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup influencé. Des techniques de cuisson, de fermentation, des épices, des produits que j'ai jamais goûtés. Donc voilà, c'est quelque chose, j'ai le palais continuellement en éveil. Ça vous challenge au niveau des vins. Vous dites, mais comment est-ce que quel vin, quels accords je peux faire ?
mais aussi ça vous fait découvrir leur culture de boisson. Donc les États-Unis, depuis que j'y suis, j'ai énormément travaillé les spiritueux, j'ai beaucoup travaillé les bières, j'ai beaucoup travaillé les cidres, j'ai énormément travaillé les sakés. Je n'arrête pas en fait de découvrir des nouvelles boissons. Et ça m'aide beaucoup par rapport au vin. Par exemple, le travail sur les bières m'a vraiment beaucoup travaillé sur les amers et les houblons. Par rapport au vin, dans les sensations tactiles. Le thé m'a vraiment beaucoup fait avancer aussi sur la question des tanins. Le saké me fait beaucoup réfléchir sur la question des umami. Et tout ça s'éclaire mutuellement en fait. Donc New York, pour ça, et ce qui est top, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous êtes dans une ville qui est très curieuse, où il y a un pouvoir d'achat réel et important, avec des gens qui sont quand même souvent passionnés ou qui ont dans leur vie, qui sont quand même dans un certain degré d'investissement. Alors, soit professionnels, c'est souvent des gens qui réussissent très bien, mais souvent vraiment des passionnés qui viennent à New York pour réussir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc cette curiosité et ils sont prêts à vous suivre. Donc, vous pouvez vraiment, vous êtes encouragé presque à continuer à aller chercher des nouveautés. S'ils vous font confiance, vous pouvez vraiment pousser un petit peu les limites. Y a-t-il des goûts, par exemple, particuliers que vous avez découverts ou qui sont tendances je parle au niveau gastronomique. Et comment, après, on les accorde avec des vins? Alors, en ce moment, ce qui est super tendance, c'est tout ce qui est cuisine coréenne. Ouais. C'est une cuisine qui vraiment... cuisine coréenne et la grande cuisine mexicaine aussi, avec le mole, les fermentations de maïs, tout le travail des fermentaires aussi donc, sur la Corée. Donc moi, c'est très intéressant parce que ça m'a fait beaucoup travailler tout ce qui est acide lactique et comment est-ce qu'on accorde ces acidités lactiques dans les plats. Alors, ils travaillent beaucoup moins avec des vinaigres, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est pas des acétiques. Comment est-ce qu'on peut les marier avec les vins, sachant que souvent, les gens veulent pas forcément des sucres. Où est-ce qu'on va aller les chercher comment est-ce qu'on peut faire des ponts. Donc oui, ça a été un gros travail que j'ai fait. Et des choses avec beaucoup plus d'épices aussi. À chaque fois, ils se moquent de moi au restaurant parce que moi les épices, c'est horrible, je tolère pas. Alors ils me disent, ouais, t'es super française. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des Français, ils savent très bien qu'il faut dire attention, c'est un peu épicé. Comment est-ce qu'on travaille les épices? J'ai découvert plein de choses au niveau des piments que je ne connaissais pas. On a une sous-chef qui vient de Corée, j'ai quelqu'un d'autre aussi avec qui j'ai travaillé qui venait des Caraïbes. Voilà, comment est-ce qu'on associe ça? Comment on met en avant les vins? Comment on travaille sur les alcools? Est-ce qu'on va chercher des vins avec moins d'alcool? Quelles sont les alternatives? Alors c'est là que j'ai commencé aussi à travailler beaucoup avec les sakés, parce que c'est une des solutions. Vous êtes constamment en éveil, et on a aussi la chance d'avoir tous les vins du monde. Les vins avec lesquels je travaille depuis très longtemps, qui sont très à la mode aujourd'hui, mais en termes de gastronomie sont extrêmement utiles. Et notamment quand on travaille toutes ces questions un petit peu sur des épices, des piments, du végétal poussé, des fermentations, c'est tous les vins de macération. C'est un monde complexe, il y a beaucoup plus complexe, c'est pas du tout caricatural. Donc je travaille beaucoup les vins de macération de plein de pays différents. Et ça m'aide beaucoup sur les accords. Et comment, voilà, avec des profils aromatiques aussi particuliers, comment des vins d'AOC français peuvent-ils s'inscrire dans des accords pareils? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils n'ont pas leur place? Est-ce qu'on peut mettre par exemple un Pauillac face à des cuisines aussi décalées ou pas? Oui, je pense qu'il faut travailler. Alors, il faut être respectueux à la fois du plat et du vin. Hein, donc, c'est un travail de collaboration avec ses chefs. Alors, il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, j'essaye quand je suis en accord que aucun des deux partenaires ne soit diminué par l'accord. Donc, à chaque fois, c'est de se dire comment faire en sorte que les deux... alors, parfois, il y a des accords absolument incroyables où les deux sont vraiment tous les deux grandis. D'autres où le vin est respecté, le plat est vraiment magnifié, et inversement. Oui, on peut. Il y a des choses qui sont... D'abord, la base de la base revient quand même que la personne qui a envie de boire un vin et qui a envie de manger un plat ensemble, ça va lui faire plaisir. Je sais très bien que le vin jaune marche très très bien avec plein de choses, une fois encore très umami. Si on n'aime pas le vin jaune, je peux vous dire, buvez du vin jaune, vous n'allez pas être content et vous allez avoir une expérience terrible. Donc, il faut d'abord partir de zéro en se disant qu'il faut d'abord se faire plaisir en mangeant et en buvant bien. Voilà. Après, si on va chercher les accords,
c'est bien d'avoir un chef avec lequel vous pouvez vraiment parler et collaborer. Et est-ce que la France a les armes et les vins? Absolument. Je pense qu'on est quand même on a une richesse en France exceptionnelle de styles de vin, de cépages, avec en plus des vins où on peut trouver des très belles bouteilles avec de l'âge à des prix encore raisonnables. Donc une fois qu'on connaît son produit et qu'on sait un peu où on va chercher, je pense que absolument un Pauillac avec de l'âge sur un grand terroir, et vous prenez un bœuf Wagyu qui a été maturé pendant un certain nombre de temps, donc ces viandes très maturées qui prennent des notes de shiitake et de truffes noires. Vous faites une réduction, par exemple, le mollet, mais vous le travaillez avec moins d'épices et vous faites ça à côté, ça va être un accord absolument sublime. Donc il faut juste retravailler comme ça. Les sucres, c'est pareil, on doit réapprendre à aimer les sucres. Alors ça, c'est un travail à faire auprès de notre clientèle qui ne se rend pas compte que généralement, ils boivent quand même des choses très sucrées hors vin. Hors du vin, oui. Et donc, comment refaire venir les sucres, ça se fait de plus en plus, parce que d'abord, ils sont de plus en plus brillants, les acidités reviennent, les doses de soufre aussi font que, comme ça diminue un peu, c'est plus facile à boire. Donc, il y a beaucoup... Non, en France, on a une richesse exceptionnelle pour vraiment s'accorder avec plein de choses. On peut parler avec les vins fortifiés, les grands ranciaux du sud Roussillon, qui sont des trésors. Là, pareil, avec des travaux, du travail avec du kimchi ou des choses comme ça marche super bien avec la Corée. Donc non, il faut être super curieux, et quand on commence à chercher, on peut vraiment trouver. Et alors, il y a un point qu'on pourrait aborder quand même, et qui soulève souvent le débat, ce sont les vins nature. Du moins, le débat entre vin classique et vin nature. Et est-ce qu'il n'est pas dépassé aujourd'hui, ce débat ? Oui, ça fait un peu partie de ces faux problèmes bergsoniens. En fait, ce serait bien que ce soit dépassé, parce que qu'à un moment donné dans l'histoire contemporaine du vin, il y a eu un besoin de dire qu'on a été un petit peu trop loin dans certaines choses à la fin que ce soit en viticulture ou à la cave. Alors un peu trop loin après avoir été j'en parle dans le livre parce que c'est très facile d'avoir une vision assez caricaturale de ce débat vin nature, vin conventionnel. En fait, il y a pas mal de racines à lire. Enfin, il y a quand même pas mal de perspectives historiques à mettre au clair. Les vins nature, en fait, il y en a vraiment, on nous dit qu'il y en avait beaucoup avant, mais en fait, il n'y en avait pas vraiment avant des vins nature. Il y a toujours eu une utilisation de produits pour essayer de stabiliser le vin, parce qu'au final, on parle de quoi ? On parle de produire quelque chose qu'on sait être périssable, de le stabiliser à un moment T, par un phénomène naturel qu'est la fermentation, et de le rendre le plus agréable possible, le plus longtemps possible. On sait que si... dans des qualités de terroir et de viticulture certaines, il y a plus de chances que le raisin utilisé puisse permettre une fermentation et une conservation naturelle, une stabilisation longue. Mais ça a toujours été un problème de stabiliser les vins. Comment est-ce qu'on remet ça en perspective ? Comment aussi on remet en perspective le fait que l'œnologie a énormément aidé à faire des vins beaucoup plus qualitatifs dans les années 50, 60, 70 ? Mais peut-être qu'on a été un peu trop loin sur un curseur à un moment donné, et on a perdu un sens de choses. On a perdu une expressivité du raisin, donc ce concept de terroir, de lien à l'appellation et tout ça. Et de l'autre côté, c'était des choses plus difficiles à boire. Peut-être. Enfin, c'est ce qu'ont dit certains des pionniers des vins naturels. Donc, ça a été bien que ça se soit dit à un moment donné, parce qu'il y avait des excès qui ont été faits. Et comment est-ce qu'on peut revenir sur quelque chose qui est quand même assez fascinant, cette fermentation alcoolique qui permet de faire du vin et qui est un phénomène naturel que l'on connaît depuis des millénaires. Est-ce qu'il est possible de le faire avec le moins d'intervention externe ou d'intrants dans le produit ? Et si oui, comment et pourquoi ? Mais au final, la question derrière, qui est pour moi beaucoup plus fondamentale, c'est comment est-ce qu'on peut... je crois que c'est possible si derrière il y a une réflexion agrobiologique sur la façon dont cette monoculture qu'est la vigne, qui est une plante qui est fragile pour des raisons qu'on connaît, le phylloxéra, l'apport des maladies américaines qui a entraîné beaucoup de choses. C'est une plante qui est à la fois extrêmement
extrêmement solide, mais vraiment aussi fragile. Comment est-ce qu'on peut lui donner la meilleure possibilité d'être cultivé et de donner des raisins qui vont permettre par la suite de donner ces vins qui, pour moi, voilà, permettent cette sensation de la qualité dont je vous parlais. Alors j'en parle souvent, mais une des comparaisons que je donne à mes jeunes étudiants, c'est quand vous prenez du jus d'orange. Vous avez, je sais pas, vous êtes sur la Méditerranée, vous allez chercher l'orange dans l'arbre du jardin qui n'a jamais été traité, vous la pressez, vous goûtez ça, c'est absolument magique. Dans l'extrême de l'extrême de l'extrême, où vous allez prendre un produit qui est fait à base de concentré, vous allez rajouter du sucre, vous allez rajouter de l'acide tarte, enfin voilà. Il y a tout un monde entre les deux. Il n'y en a pas un forcément, les deux sont sans doute nécessaires, mais il y en a un qui va vous faire vivre et ressentir quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est probablement le premier. Probablement, j'en suis pas sûre, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on a eu cette expérience de goûter cette tomate du jardin ou la crevette qu'on a pêchée. Enfin, il y a ça. Et donc, je pense que certains vins, ou le vin, ou en tout cas le raisin et la fermentation alcoolique, ce phénomène incroyable, parfois arrivent à capter ça de manière la plus naturelle possible par l'accompagnement du vigneron. Mais la vraie question derrière, pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut donner à la vigne cette possibilité d'exprimer des fruits qui pourront donner ça, quoi. C'est ça. Et donc le débat du vin nature, le problème, c'est qu'on a vraiment d'abord juste figé ça sur les soufres et sur le rien faire. Ça a vraiment donné des tensions qui, à mon avis, sont vraiment inutiles aujourd'hui parce que tout le monde est en train vraiment de se dire que... Enfin, il y a une grande demande Et ça a été caricaturé par des défauts qui étaient... Oui, il y a des défauts qui sont réels. Hein. Enfin, il y a des choses où il y a des vins qui sont quand même très difficiles à boire. Enfin, physiquement, quand il y a 2 grammes d'acidité volatile, normalement, on s'appelle du vinaigre. Mais en même temps, il y a une vraie réalité du pourquoi c'est allé là, pourquoi des gens ont poussé. Il y a une vraie... Enfin, c'est un mouvement qui a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, au lieu de continuer à avoir des... Enfin, il faut beaucoup plus discuter. Au final, c'est une recherche du vivant et de la préservation d'un patrimoine exceptionnel qu'on a, qui est le patrimoine vitivinicole. Et on a une vigne, on a une plonge incroyable. Et comment est-ce qu'on peut continuer à la faire perdurer pour la génération à venir et faire des vins qui parlent à tout le monde? Parce que moi, je le vois, ce qui m'émeut aussi beaucoup au restaurant, c'est quand vous avez ce type de vin, vous pouvez avoir des personnes qui ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture, ils viennent de se rencontrer, ils goûtent la bouteille ensemble, ils ressentent un truc très fort. C'est transculturel, c'est un truc de fou. Donc comment est-ce qu'on peut donner, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit ces vins-là, qu'ils soient des vins vivants, on appelle ça peut-être que vivant n'est pas le bon mot non plus, c'est là qu'on voit les limites du langage, hein. On utilise des mots qui sont... Merci Bergson. Ouais, merci Bergson. Mais pour revenir et finir, parce que je vais vous saouler avec ça, mais là, une des choses qui a inspiré ce livre, ça a été la lecture d'un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, et qui est quelqu'un d'incroyable et qui a une chaire au Collège de France et qui a beaucoup réfléchi sur la notion de nature et de culture. Et en disant qu'en fait, il y avait une séparation dans la culture occidentale entre nature et culture. Et avec une supériorité de la culture, de la morale, des valeurs, de l'homme d'un côté et du non-humain. Et donc, on pouvait les utiliser à bon vouloir pour nous, pour notre satisfaction personnelle, notre enrichissement et tout, et qu'on était déconnectés de ça. Donc, il a beaucoup réfléchi sur ça. Mais cette séparation, elle est artificielle. Il y a d'autres civilisations qui n'ont pas du tout la même relation à l'environnement, à ce qui nous entoure. Et je crois qu'indirectement, nature, en faisant les vins nature contre les vins... Bien sûr, on sait bien qu'un vin nature, c'est pas nature, parce qu'il y a l'homme qui fait la chose artificielle. Donc là encore, faux problème. Parce qu'en fait, au départ, on a cette dichotomie entre nature et culture plus fondamentale, qui est une problématique de vision du monde. Et comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'il y a les bactéries et les levures qu'on ne voit pas font aussi partie de ce vivant du vin, qui sont tout aussi importants peut-être dans une aire d'appellation qu'autre chose. Comment les respecter, comment les développer, Et c'est ça et donc c'est pour ça que oui, il faut dépasser le vin nature, il faut dépasser. D'ailleurs, dans le livre, ça soulève une foultitude de questionnements. Et je pense que ces questionnements, vous les avez eus jusqu'au bout dans la rédaction du livre. Quelles sont les énigmes, on va dire, qui restent des énigmes encore aujourd'hui, après avoir écrit l'ouvrage, sur des connaissances, sur certains points où la recherche n'est peut-être pas allée assez loin, en viticulture ou en œnologie, où vous aimeriez avoir des réponses
qu'on ne vous a pas apporté? Alors, le livre, il s'arrête aujourd'hui avec l'état de la recherche actuelle, mais la chose, c'est que même ce matin, en sortant de l'ISVV ou en parlant avec d'autres spécialistes, on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours aujourd'hui. Et qui a vraiment, c'est extrêmement stimulant ce qui se passe. Alors après, est-ce qu'on aura assez de temps pour trouver des réponses sur certaines choses, je ne sais pas. Mais continuer je pense à... Enfin, moi, je me pose beaucoup de questions sur c'est vraiment quoi, en fait, le végétal, tout ce qui est microbien, à quel point c'est important pour nous, à quel point on l'a ignoré pendant tant de temps. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes récemment et je suis en train de me requinquer par un travail enzymatique sur la flore intestinale. Dans le livre j'en parle, mais je crois vraiment que l'interoception par exemple, on connaît très très mal notre alimentation par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Vraiment, c'est des choses où j'ai jamais vraiment fait attention. On m'a jamais appris à faire attention à tout ça. Donc je suis en train vraiment de réfléchir beaucoup là-dessus. Mais toutes les recherches sur le microbiote aujourd'hui, je me suis régalée de lire tous les livres de Marc-André Sellos pour ça. Moi, je conseille à tout le monde de lire Sellos. C'est un truc de fou. En fait, il faut rester incroyablement humble par ce qu'on ne connaît pas et par l'incroyable richesse du vivant, qui a beaucoup à nous apprendre. Moi qui m'a beaucoup à m'apprendre et même ce qui est fantastique, on lit aujourd'hui, on n'est qu'au début d'une compréhension qui peut-être n'arrivera jamais. Et est-ce qu'on doit tout comprendre? Non. Voilà. Mais c'est pour continuer. Moi, je suis mon corps de métier, c'est pas du tout la science, c'est travailler dans le milieu de la restauration. Donc, je suis plutôt liée à l'alimentaire. Moi, j'aimerais continuer à avoir plus de lecture et d'enseignement sur exactement c'est quoi bien manger. Comment est-ce qu'on peut bien sentir, bien penser en mangeant mieux et le travail sur la santé par l'alimentation. Et je pense que je voudrais contribuer à ça dans mon travail et comprendre mieux. Après, c'est intuitif. Je sais bien que si on mange des produits frais de qualité avec des nutriments et tout ça, c'est clé. Mais j'aimerais vraiment plus m'investir dans ce champ-là. C'est mon champ d'activité, mais c'est ce que je pense que la révolution vraiment sera future, passera par une révolution alimentaire. Et comment on mange, et comment on peut mieux manger, être en meilleure santé et être plus heureux. Et comment le vin s'inscrit dans tout ça? Parce que le vin fait partie... Parce que c'est le produit alimentaire hédoniste par excellence. Il fait partie du spirituel presque. Le vin... alors peut-être que je vais pas me faire des amis, mais c'était Patrick McGovern qui est c'est un chercheur de Philadelphie. C'est un archéo-chimiste, anthropologue. Il est spécialiste. En fait, il va chercher dans les vestiges archéologiques, notamment les jarres, les résidus organiques, et grâce à ça, c'est celui qui nous a permis de savoir ce que buvaient les Chinois il y a 6000 ans ou dans les jarres en Géorgie. Et Patrick McGovern, il a cette formule, il dit on est Homo sapiens parce qu'on est Homo imbibens. Et il le justifie dans ses travaux. C'est pas juste une formule pensée, mais la consommation, physiquement et physiologiquement, on est normalement capable d'avoir ces enzymes qui nous permettent de consommer un petit peu d'alcool. Ça, selon lui, et je pense que je suis très intéressée par ses travaux, mais que ça a permis de faire en sorte que Homo devienne sapiens et que ça fait partie du développement de l'humanité. Donc, que ce soit sur un plan purement physiologique ou de consommer de l'alcool, donc de pouvoir consommer sans doute de l'eau qui était contaminée ou des choses comme ça, mais derrière ça, la jouissance de partager quelque chose, le spirituel de l'alcool, dans des doses limitées, bien évidemment. On sait très bien que les excès sont extrêmement problématiques, mais il y a quelque chose qui fait qu'on transcende, ça fait aussi partie de l'humanité. Donc le vin en fait partie. Une fois encore, je fais très 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 attention à ma consommation d'alcool. Je pense que c'est un problème dont on ne parle pas assez dans nos milieux.
c'est extrêmement facile de se laisser tenter et de commencer à apprécier trop. Et voilà. Donc il faut vraiment aussi éduquer. On n'a pas besoin de beaucoup boire. Il faut vraiment savourer. Il y a une éducation et une culture par rapport à ça. Et ça, c'est très important. Mais ouais, c'est ça qui m'intéresse. Alors, on a passé une période qui était un peu particulière, quand même, qui est le Covid, le confinement. La restauration à New York, comme en France, a été particulièrement chamboulée. Et un jour, on discutait et vous m'avez dit que la période, je l'ai noté ça parce que quand même c'était intéressant, la période particulière du Covid vous avait permis de réfléchir sur cette liberté de distanciation, cette capacité d'affranchissement et de savoir ce que je peux en faire. Alors où en êtes-vous aujourd'hui ? J'ai dit ça, moi ? Ah bah, tu me l'as dit au téléphone, merci. Non, mais est-ce que tu as pris des distances ? Est-ce que vous avez pris des distances ? Non, mais on peut pas nier que tout le monde, Covid, ça nous a obligés à nous poser 2-3 questions quand même. Donc, subitement, le monde s'arrête. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On n'a plus la liberté de mouvement ou cette espèce. Enfin, on se rend compte à quel point on est quand même incroyablement chanceux parce que en tout cas moi aux États-Unis. Je pouvais aller en France quand je voulais, comme je voulais. Il y avait pas de... Enfin, on a quand même une liberté incroyable. Hein, il faut bien se reconnaître. Oui, alors, subitement, je crois comme tout le monde, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui importe et où est-ce qu'on a envie d'être et avec qui et pourquoi. Et donc, où est-ce que j'en suis ? Je suis toujours aux États-Unis. Non, c'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité, quand même, ce qui est arrivé. Et plus que jamais, moi, ça m'a vraiment donné continue à me motiver de porter ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je pense que j'ai un travail à faire de prescripteur au niveau de ce futur alimentaire. Beaucoup de gens ont été très malades autour de nous. Enfin, on a une question de santé mondiale publique très, très forte. Il y a eu des solutions qui ont été développées très rapidement. Il y a eu des vaccins, il y a des médicaments, il y a plein de choses. Mais derrière ça, comment est-ce qu'on peut au quotidien contribuer à faire en sorte que ces équilibres si fragiles puissent rester équilibrés. Alors moi, à ma toute petite échelle, je le vois dans mon petit monde du vin et essayer de la restauration, essayer d'essayer de prôner des pratiques agricoles dans mon restaurant qui font peut-être, alors c'est peut-être une illusion de l'esprit, hein, j'en sais rien, mais qui peuvent se dire que ça peut-être contribuer à repenser les équilibres environnementaux et écologiques auxquels il faut faire attention. Hein, j'ai pas mal lu, alors j'arrête pas de citer des noms, je suis désolée, mais j'ai pas mal lu Bruno Latour quand j'étais aussi pendant le Covid, avec le Où atterrir et cette idée d'écologie mondiale. Et en fait, on habite un monde, quoi, et on n'est pas tout seul, et on l'a vu, et Covid nous l'a rappelé. Qu'on était très fragile, nous aussi. On a l'impression qu'on est les rois du monde, mais on a un virus qui vient d'un endroit et le nombre de personnes qui en sont décédées, tout ce que ça a apporté, on est très fragile. Et je pense que comment est-ce qu'on peut cohabiter, réapprendre à cohabiter et faire en sorte qu'on puisse avoir des activités professionnelles, on puisse continuer à grandir l'humanité, mais qu'on le fasse de manière à ce que ce soit en équilibre avec ce que peut-être on n'a pas suffisamment respecté ces derniers siècles et sensibiliser par rapport à ça et le faire de manière joyeuse. C'est-à-dire que je crois que c'est aussi très possible de le faire sans forcément sacrifier beaucoup de ce que l'on aime. Et au contraire, on peut même se faire presque plus plaisir. Mais une relation à la consommation, comment consommer, qu'est-ce qu'on fait voilà, ça m'a encouragée, donc on a un peu changé de restaurant, notamment à cause de ça. Hein. On a diminué l'activité, on a changé de restaurant pour que nos équipes aient une meilleure qualité de vie, on a repensé nos fournisseurs, on a retravaillé même juste le restaurant en lui-même quand on a refait une partie plus que jamais sur la réflexion sur les consommations d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets, le tri, le recyclage à New York est compliqué, enfin plein de petites choses. Alors. Et justement, est-ce que New York, après le Covid, il y a eu beaucoup de fermetures de restaurants, il y a eu beaucoup de transformations de ce côté-là. Est-ce que New York reste la place avant-gardiste de la gastronomie mondiale ou est-ce qu'elle a laissé passer
ce mouvement? C'est compliqué en ce moment. Ça va être compliqué parce que je crois que si vous voulez avoir une créativité, il faut plusieurs paramètres. Alors généralement, les temps de crise sont des temps très propices à la créativité, en fait. Le problème, c'est qu'à New York, la ville ne va pas très bien financièrement et on a une inflation extrêmement forte et un coût de vie qui n'a jamais été aussi haut depuis des années. Et ça tue la créativité. C'est-à-dire que beaucoup de restaurants ont fermé. Là, ça coûte très cher de réouvrir. Il ne faut pas se rater. On parle de millions de dollars quand on ouvre un établissement. Donc, plus, on a aussi eu... je pense que la qualité des produits à New York et produits frais a baissé. Donc je pense qu'aujourd'hui New York a une place différente par rapport à tout ça, parce qu'en fait il faut vraiment des endroits où ça parte un petit peu dans tous les sens, et là c'est un petit peu contraint. Par contre, il y a aussi beaucoup de petits restaurants qui ont fermé des choses. Je vous parlais de toutes ces cultures internationales qu'on a. Hein. Oui, qui restent accessibles en plus. Voilà, ce qu'on appelait les mom and pop, hein, les petits restaurants familiaux, que ce soit des gens, je ne sais pas, on parlait de la Corée, mais ça pourrait être la Thaïlande, ça peut être tous les pays. Il y a des restaurants d'Azerbaïdjan. Vous pouvez nommer-les, vous avez les pays. Mais c'était souvent des petits établissements et qui financièrement n'ont pas forcément survécu. Donc on a un peu perdu quand même de richesse culinaire, je pense. Alors ça reviendra, c'est New York, hein, mais ça va revenir un peu plus doucement. Moi je pense qu'il se passe à Paris aujourd'hui, je trouve ça super intéressant. Et je pense que ce qui se passe en Europe globalement... est-ce que les nouvelles tendances vont En fait, l'Europe va redevenir une locomotive de tendances gastronomiques et gustatives c'est assez paradoxal parce que la plupart des gens que je connais quand même aux États-Unis, ils trouvent leur inspiration énormément en Europe et notamment en France. Hein. L'image de la France, la qualité française, la technicité et tout ça, elle est incroyablement vraiment appréciée, même par les, entre guillemets, ceux qui poussent aux États-Unis. Donc je pense qu'il faut se réapproprier ça. Oui, absolument. Il y a des avantages exceptionnels en Europe. Je pense que c'est plus facile d'ouvrir un business que par exemple à New York, hein, ça c'est clair. Après, il faut avoir confiance en soi. La chose qui est vraiment la différence, c'est que vous êtes encouragé à créer et à créer votre entreprise aux États-Unis. C'est vraiment une mentalité très stimulante par rapport à ça. Et si vous vous plantez, c'est pas un problème. En fait, même, c'est presque... si vous réussissez sans vous planter, c'est presque suspect. Il faut avoir le côté... mais par contre, il vous réencourage à réessayer. Et ça c'est vachement stimulant. Je pense que ça, c'est un trait de caractère que je vois peut-être un tout petit peu moins ici, mais avoir envie de créer, et se lancer, faire son projet. Voilà, est-ce qu'un jour, on va vous revoir en France ? Vous me voyez en France, là. Non, mais... je suis là en février. Avec un établissement ? Alors pour l'instant c'est pas dans les... Non, je suis pas pour l'instant, c'est pas... Non. Je suis de l'autre côté de l'Atlantique. Faut venir me voir à New York. Vous prenez le bateau. Et le fait d'être à New York quand on prépare un concours comme celui-ci, est-ce que ça permet de limiter la pression ? Parce que, on l'a vu pendant 2 jours, c'est les interviews, c'est la télé, on n'est jamais en paix. Alors, est-ce que ça préserve ? Oui, absolument. New York, moi, ce qui est très bien, c'est que la plupart de mes titres, en fait, personne ne les connaît à New York. Donc, quand je suis au restaurant, je suis juste Pascaline au restaurant. Et c'est très bien, parce que ça vous met vraiment tout de suite encore les pieds sur terre. Hein. C'est pas parce que vous avez un titre que vous savez vraiment ce que vous faites. Donc je suis contente. Et évidemment, et en plus, il faut que le concours est en anglais, donc c'est plutôt bien que je sois à New York en ce moment. Je peux pratiquer un peu. Merci infiniment. J'espère qu'on va vous souhaiter bonne chance pour février. On va souhaiter plus que le quart de finale quand même, parce que ce serait... On va aller quart de finale. Après, on verra. On passe au temps des questions. Alors, j'espère qu'il y a des questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est quand même très triste. Mais je suis sûr qu'il y en a. Alors, vous levez le bras et on va vous lancer un cube en mousse qui est un micro. Donc, n'ayez pas peur. Alors, où est-ce qu'il y a une première question, s'il vous plaît ? Ne vous bousculez pas. Là-haut, il y a un monsieur. Okay. Loïc, de l'autre côté. Ouais, on va faire des passes. Petite approche technique.
parlez bien proche du micro pour qu'on vous entende bien. Qui fait le relais? Allez. Voilà, très bien. Oui, moi je voulais revenir sur votre formation, donc après la prépa, mais vous avez parlé de lycée hôtelier, donc, et vous êtes arrêté. Qu'est-ce qui a suivi après le lycée hôtelier? Elle a arrêté. Alors non, j'ai pas été en lycée hôtelier parce que on m'a fait comprendre que j'étais un peu surdiplômée. Donc j'ai réintégré la fac. J'ai fait un DESS et un master de management en restauration à Angers, où j'ai eu la chance de pouvoir intégrer rapidement. Ils m'ont fait un parcours en accéléré et qui m'a permis en fait de faire 9 mois de pratique où j'ai travaillé chez Potel et Chabot, qui est un traiteur parisien très connu, où c'est là où j'ai goûté le vin qui a un peu changé ma vie. Et donc à la sortie de mon C'est lequel? C'est Yquem 37. Ah. Voilà, Yquem 37. C'est toujours... voilà, je l'ai goûté 2 fois après, ça m'a toujours... Et à la fin de mon DSS, alors, comme vous pouvez voir, j'étais encore très universitaire à ce moment-là. Et en fait, il me manquait la pratique. Et j'ai décidé, le soir de la dégustation d'Yquem, en fait, une fois passé mes diplômes, d'intégrer une mention complémentaire. Donc j'ai été à la chambre de commerce d'Angers et j'ai intégré une mention complémentaire. J'avais 25 ans. J'étais la plus vieille de ma classe. J'étais avec des jeunes garçons de 16-17 ans qui étaient pleins d'énergie. On a passé une chouette année et là j'ai fait mon apprentissage. Donc 1 semaine en cours et 3 semaines d'apprentissage. Et j'ai eu la chance d'être acceptée par un chef exceptionnel qui s'appelle Jacques Torel, monsieur Jacques Torel à l'Auberge Bretonne, qui avait 2 étoiles Michelin et qui m'a pris alors que je peux vous assurer que je ne savais pas porter un plateau. La découpe en salle ne m'en parlait même pas. Et j'étais vraiment... voilà, je débutais juste. Donc j'ai commencé après en mention complémentaire et je l'ai faite. Et après 18 mois, je suis partie travailler à Paris, Bruxelles et New York. Une autre question? Allez. Bah dites donc. Ah, là, il y a une jeune femme. Et il y en a une autre. Allez-y. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez un vin préféré. Ah bah voilà. Mais bien sûr que non. Il y en a trop. Il y en a trop. Non, mais je n'ai pas de vin préféré. Alors, je bois beaucoup de chenin. Je sais que je ne suis pas dans la bonne région, mais je bois beaucoup de chenin. C'est la maison, je suis une grande fan de chenin. C'est un grand cépage bordelais, hein, comme tout le monde sait. Hein. Non, mais en fait, non, j'ai pas de vin préféré. Alors, il y a peut-être des choses que s'il y avait une dernière chose que je goûterais, mais non, c'est le prochain vin qui va me faire vraiment vibrer. Voilà, je suis toujours... Non, et j'ai envie de rester comme ça, quoi. Il y a trop de vin à goûter. J'ai pas envie de Bon, un peu de chenin. Mais après... Voilà, donc non, il y en a pas. Ça peut vraiment être de partout. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai goûté un super vin de Sicile, un Nerello d'Avola qui était vraiment incroyable. Je goûte beaucoup de vins des pays des Balkans en ce moment. C'est une région viticole que j'ai vraiment envie de creuser. Je m'intéresse beaucoup j'ai envie de goûter beaucoup de cépages modestes, donc modestes entre parenthèses, mais tous ces cépages qu'on a un peu oubliés. Une fois encore, en fait, à chaque fois, c'est des nouvelles émotions que je connais pas, et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je suis... voilà, j'ai régulièrement des gens qui me déposent des bouteilles au restaurant de cépages que j'ai jamais goûté. On parlait de l'Azerbaïdjan, j'ai goûté beaucoup de choses d'Arménie récemment. J'aime beaucoup la Géorgie. Voilà. Donc non, il n'y a pas de... Un peu de chartreuse de temps en temps quand même. Oui, t'as pas mis ton bonnet là. Okay. Il y a une autre question. Ouais, bravo. C'est physique. Hein. C'est une ville de rugby ici, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Plus grand public d'Europe. Ça se sent. Oui. Alors, en fait, j'avais plein de questions, mais du coup, je vais en choisir une. Voilà.
Du coup, je suppose que vous faites beaucoup de dégustations et je voulais savoir au bout de combien de vins en fait vous pouvez plus ressentir quoi que ce soit, plus avoir de... Ça dépend comment est le matin. Ah oui, bon, peut-être, mais voilà, c'est ça. C'est une très bonne question. Faut être en forme. J'ai changé la manière de goûter parce que je devenais fatiguée sur des très grosses dégustes rapidement. Après, je pense qu'idéalement, il ne faudrait pas forcément que je goûte plus d'une 50aine de vins par jour. Ça va, c'est pas non plus... Non, mais en tant que dégustateur professionnel, c'est des choses... voilà, mais hier, on a fait 100 vins, par exemple. On a ouais, c'est ça, une centaine de vins hier. Ça dépend ce que vous cherchez aussi et pourquoi vous goûtez. Mais je pense que moi, par vraiment une 50aine sur une journée, sur des choses précises, c'est ma limite pour bien goûter. Beaucoup d'eau, être en forme. Je bois une fois encore, je bois très très peu. En ce moment, je ne bois même pas du tout. Faut faire attention à son corps. On goûte très différemment en fonction de la journée. On goûte différemment vraiment en fonction de ce qu'on a pu... de sa flore intestinale. J'y crois beaucoup à ça. C'est des choses, il n'y a pas beaucoup de recherche encore dessus. Donc on essaye de limiter par rapport à ça. Et si à un moment donné, j'arrive plus à goûter, on arrête. Merci beaucoup. Et une autre question ? Ah, voilà, il y en a deux là. Allez. Envoyez de l'autre côté. Mais lancez. Allez. Ah, j'étais obligé de le faire. Non, mais c'est pas trop Oh, ça va ? Ça va ? C'est bon ? Elle dormait, alors... Jérôme. C'est par là qu'on parle ? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire cet entretien. Petite question en tant qu'étudiante en sommellerie. Comment vous vous préparez au concours ? Mais vous pouvez faire les grandes lignes, ça ne nous dérange pas. Tu réexpliques ce que tu as dit au début. Non, mais comment je me prépare ? Il y a 3 grands types d'épreuves. Il y a des épreuves de service, il y a des épreuves de dégustation et des épreuves de théorie. J'essaye de les combiner pour que ce soit le plus efficace possible. Service, j'essaie de m'entraîner tous les soirs au restaurant. Donc je connais un peu le style d'épreuve. Donc on essaie de répéter les gestes et de faire en sorte que ça devienne des automatismes. Il y a des entraînements hebdomadaires avec des collègues à moi à New York sur des ateliers très précis. Mais c'est comme du sport. C'est vraiment dégustation. On déguste tous les jours. Plein de choses. Dégustation à l'écrit aussi, parce qu'on a des épreuves écrites. Donc, j'ai réappris à bien écrire, parce que j'ai une écriture de philosophe. Donc, j'aimerais bien être philosophe, je ne suis pas philosophe. Et après, et en ce moment, c'est énormément de théorie. C'est énormément de théorie. Et j'essaie de coupler la théorie avec de la pratique pour que ça rentre mieux. Voilà. Et donc, on se lève le matin et c'est 4 heures de théorie, 1 heure de dégustation, 1 heure de service précis, rethéorie le soir en rentrant du restaurant, et voilà. C'est du sport. Alors il y a une question juste derrière. Je ne la lance pas celle-ci. Pratique. De nouveau, merci beaucoup encore pour ce témoignage très inspirant. Et justement, comme on est quand même assez nombreux en tant qu'étudiants à être présents ici ce soir, qu'est-ce que vous conseilleriez tout simplement à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure de la sommellerie au niveau pas forcément professionnel, mais juste... Alors on embauche tous. Non, mais je vous conseillerais vraiment honnêtement, il y a beaucoup de super restaurants aujourd'hui. Je crois que les choses sont en train de beaucoup changer. Je voulais faire de la sommellerie, de toute façon, il faut être en salle. Mais je vous conseillerais de trouver un établissement qui vous permette d'être proche de régions viticoles, de passer beaucoup de temps avec les vignerons et dans la vigne, parce que c'est vraiment ça qui compte. Moi, c'est là que j'apprends. Donc, trouver un équilibre sur un restaurant qui vous permet peut-être... Alors, sommelier, on est avant tout ouvrier de restaurant. Et après, on est spécialiste du vin. Donc, il faut vraiment aimer travailler en restaurant. Moi, j'ai aucun problème à débarrasser les tables, à prendre les manteaux ou à fermer le restaurant. Enfin, il faut aimer être en restaurant.
Et après, effectivement, ma spécialité, c'est le vin. Mais ça ne marche pas si on n'aime pas le reste. J'adore être en cuisine avec le chef. Enfin, voilà, il faut aimer ça. Et après, trouver éventuellement quelqu'un qui soit prêt à vous apprendre et à vous laisser goûter. Donc, et vous donner du temps et savoir que c'est quand même beaucoup de travail personnel. Mais aller dans la vigne, aller dans les vignobles et rencontrer les vignerons, ouais, ça c'est la clé de la chose. Mais lancez-vous, allez, je suis sûre qu'on peut vous embaucher dès demain. Alors pas moi à New York parce qu'il y a des problèmes de visa, mais c'est compliqué en ce moment encore les visas malheureusement. Mais allez-y quoi. Et faites-vous confiance, essayez. Et si on a le visa, on peut quand même venir vous voir du coup. Alors, oui. Ouais, ben, on espère mettre en place. J'ai un tout petit restaurant. On fait 55 places assises. J'espère que l'année prochaine, une fois que ce sera passé, on pourra commencer à prendre. J'aimerais bien faire tourner des personnes avec moi au restaurant. Ouais. On pense à ça pour fin 2023 sur la structure. Merci. Allez, on va prendre une dernière question. C'est bien, la parité respectée, c'est que des femmes qui posent des questions. Ça fait peur, ça. Moi, je me lance. Je ne sais pas si j'aurai le même phrasé que vous, mais je me lance quand même. Merci d'avoir fait ce point sur la sommellerie et la restauration, parce qu'en fait, on a l'impression que les sommeliers sont des top chefs, effectivement, à la télé, mais pas que. Effectivement, il faut aimer la restauration, et merci d'avoir fait ce point. Et moi, je voulais savoir, parce que c'est un sentiment que j'ai eu très souvent dans ce métier, où en fait, on est baladé, vous avez parlé beaucoup d'émotions, on est toujours baladé entre l'envie d'en savoir plus et la frustration de ne jamais arriver au bout des choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez 2 heures ? Voilà. Faut juste accepter qu'on ne sait pas, quoi. Une fois qu'on sait que il y a toujours, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé la philo. C'est parce qu'en fait c'est infini. Il y a toujours quelque chose. Alors il faut avoir des bases, il faut avoir vraiment des choses qui vous ancrent. C'est très frustrant, par exemple, en ce moment pour moi, de réapprendre des choses que j'ai appris 15 000 fois pour mes concours précédents. Mais je devrais savoir ça par cœur. Mais en fait, ma tête, elle a appris autre chose. Et ce qu'elle a appris d'autre me permet de revoir des choses que je pensais savoir et de les voir différemment. Donc j'ai juste accepté que... le vin, si on est dans le vin, c'est infini. Et c'est ça qui est super beau. Et c'est continuer de se donner les outils, accepter de se tromper, de ne pas savoir. C'est tout à fait normal de ne pas savoir, mais de continuer à avoir une honnêteté par rapport à soi-même et avec la personne avec qui on peut éventuellement converser sur les vins. Mais grosso modo, je pense qu'il nous faut plus d'honnêteté dans ce métier. C'est un métier on parle beaucoup du vin, la magie du vin, le vin qui se fait tout seul et tout ça. Il y a une espèce de côté magique, mais au sens on va cacher le truc. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dommageable parce qu'il faut un peu plus de vérité sur la réalité du métier de vigneron, sur la réalité de ce qui se fait dans la bouteille, sur la réalité dont on vend les vins, pourquoi on fait des coefficients comme ça, l'honnêteté par rapport aux clients et tout ça. Et je pense qu'on a besoin d'un peu plus de ça, tous ensemble, se parler de manière moins... c'est presque comme si on avait peur de dire ce qu'on faisait. Et je trouve que c'est un peu triste et c'est un peu dommageable. Donc... j'encourage vraiment à avoir toujours beaucoup de bienveillance dans ce qu'on essaye d'apprendre, mais d'essayer vraiment d'avoir des échanges sincères. Et ça manque encore un petit peu, notamment avec la première, hein, mais c'est très important. Voilà, mais autrement, non. Je suis désolée, hein, si vous, ça va être infini notre métier. C'est pour ça que c'est cool. Donc vous avez ressenti ça, cette frustration de jamais tout savoir et en même temps d'avoir envie d'apprendre, c'est ça ? Vous ressentez des fois ça ou pas ? Honnêtement, plus vraiment. Okay. Non, parce que je sais que c'est ça. Je l'ai accepté. Une fois encore, mes études m'ont poussé par rapport à ça. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai fait mon burn-out à un moment donné, parce que justement intellectuellement j'essayais de tout savoir et j'y arrivais pas parce que c'est impossible. Donc une fois qu'on accepte ce qui n'est pas possible et qu'on fait avec ce qui est possible, subitement, ça allège vraiment d'un poids. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc je vois pas ça comme une frustration, je vois ça au contraire comme une stimulation de me dire qu'il y a toujours quelque chose que je vais découvrir et qui va
voilà, ce bouquin, il y a plein de choses que je ne savais pas. J'ai découvert des choses, j'ai découvert des penseurs, il y a des nouvelles idées, ça m'éclaire différemment. Je me dis super, je vais continuer, quoi. Je préfère avoir des choses à découvrir plutôt que de me dire j'ai tout fait, j'ai tout vu, et voilà, qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Donc la frustration, je l'acceptais. Ouais. Je pense que le burn-out, il y avait un peu de frustration. Bon, je vous remercie infiniment. Il est presque 8h30. On va passer à la dégustation. On goûte un Pinot Gris. Un Pinot Gris de chez Stoffler, c'est ça? Le domaine Stoffler en Alsace. Je vous remercie infiniment pour la qualité de votre écoute. Voilà. Merci Pascaline surtout. Merci à la régie pour le support technique. Et puis on se retrouve à l'étage pour la dégustation et la dédicace éventuelle du livre. Merci à vous, bonne soirée.